Du coup, bonjour Monsieur Van der Eycken. Merci de nous donner un peu de temps ce lundi 28 à notre association étudiante. Ça nous fait vraiment plaisir de vous avoir. Je sais qu'on a chacun eu des problèmes pour trouver un jour et planifier tout ça. Donc, ça nous fait vraiment plaisir. On a pas mal de questions. On va pas faire perdre du temps parce qu'il y a match maintenant, le Brésil, etc. Et voilà. Alors, peut-être première question, assez basique. Comment est-ce que vous allez? Attention, pas Monsieur Van der Eycken, hein. Pour lui, je ne sais pas répondre. C'est Monsieur Vercouteren. Verkotteren, pardon. Ah, désolé. Pas de problème, c'est un ami à moi. Donc, il y a longtemps que je ne l'ai plus vu ni entendu, mais il n'y a aucun problème, ça peut arriver. En ce qui me concerne, tout va bien. La seule chose qui manque, c'est le travail, hein. Je ne travaille pas depuis 1 an et demi. Et quoique j'ai l'âge de la pension, ce n'est pas le but d'être pensionné et de plus rien faire. Donc j'ai toujours envie, j'ai toujours de l'ambition. Je veux toujours faire quelque chose au niveau du foot, bien sûr, pour commencer. Mais je suis très difficile dans mes choix, donc j'ai pas mal d'exigences. Des exigences qui sont d'abord du côté sportif et familial. Le financier, c'est après. Et de ce fait, après Corona, après l'évolution actuelle, comme je vis en Russie, ça fait que le jardin dans lequel je pêche, il est très petit, hein, ou le, l'étang dans lequel je pêche, il est très petit. Et j'ai déjà pas mal refusé dans le sens où ça ne correspondait pas à mes demandes. Et ça, c'est naturellement une difficulté. Donc, mais pour le reste, tout va bien. Ça me donne plus de temps pour faire autre chose et être souvent avec la famille, ce qui est naturellement très bien. Mais bon, j'ai encore un peu d'ambition pour ne pas terminer, je dirais, ainsi le boulot que j'ai fait pendant des années. Alors, vous avez déjà touché à pas mal de choses, peut-être, parce que, à mon avis, c'est une question bien plus médiatique, mais ça peut être intéressant qu'on y touche. Quand on est entraîneur et qu'on se voit s'offrir des propositions par des clubs, justement, quels sont les aspects que vous faites attention? C'est plutôt l'aspect technique, plutôt la hiérarchie, dans quels joueurs seront à vos côtés au niveau, en fonction des contrats? Comment est-ce que ça se passe? Ou peut-être même maintenant en fonction des pays, du championnat? Oui, maintenant c'est différent qu'avant. Disons maintenant, j'ai surtout une priorité pour certains pays, pour des raisons familiales et sportives, pour essayer de combiner au mieux les deux. Avant, je regardais un peu vers tout. Donc, au départ, j'étais très axé sur la Belgique. J'ai quitté la Belgique pour les Émirats et j'ai vécu une très bonne expérience, même si elle n'était pas très longue. Mais ça m'a ouvert, avec mon passage comme joueur à Nantes, ça m'a ouvert le monde. Et après, je suis souvent retourné en Belgique, ce qui est logique parce qu'en Belgique, on pense plus vite à moi qu'autre part, mais je suis allé au Portugal, je suis allé en Arabie. Donc là, je regardais un peu les opportunités et parfois c'était plutôt familial, parfois c'était plutôt sportif, la plupart du temps. Et parfois c'était aussi financier parce que je me disais, tiens, c'est une opportunité pour gagner pas mal d'argent, donc je vais essayer de la prendre. L'argent est un thème aujourd'hui qui revient beaucoup avec le Qatar. Quelle a été votre expérience justement en tant qu'entraîneur dans ce pays qui n'était pas, enfin pour nous, Européens, assez mis en lumière? Oui, bah, j'ai eu quelques expériences puisque je suis allé 3, 4 fois quand j'étais aux Émirats, en stage, en vacances, en city trip. Et j'ai aussi eu la possibilité, allez, j'ai la possibilité de connaître via mon fils aussi des gens qui travaillent là-bas. J'ai vu la Aspire Academy et tout ça. Donc, depuis des années, ils ont vraiment fait pas mal d'efforts dans le bon sens pour rehausser le niveau, pour se mettre en évidence, pour essayer ouais, d'agrandir la concurrence vis-à-vis des pays européens ou autres. Donc, j'ai toujours abordé ça d'une manière très positive. On a eu Aspire est un centre d'entraînement où les terrains d'entraînement sont meilleurs qu'en Belgique. C'est pas difficile. Donc, il y a aussi les moyens. Et, et j'ai dit, ils veulent promouvoir le pays, bien sûr. Après, on peut discuter de tous les côtés, mais moi, je le vois surtout de la part allez, de la manière sportive. Le reste, honnêtement, ça ne m'intéresse pas et je m'en occupe même pas. Donc, si un pays organise une Coupe du Monde, si
si elle est capable de faire ça, c'est promouvoir le foot en général. Et ça reste pour moi une chose positive, bien qu'on peut avoir des idées en dehors du foot, bien sûr, qui sont importantes et qu'il ne faut pas négliger. Mais tout ce que j'ai vécu là-bas, tout ce que j'ai vu là-bas, il y avait certaines choses qu'on pourrait bien, qu'on pourrait bien balancer vers la Belgique parce que ça nous apporterait en plus. Oui, justement, avant de recommencer par votre carrière de footballeur, on voit déjà que vous avez abordé le sujet. Les clubs arrivent beaucoup en stage, enfin, font leur stage de préparation dans ces régions. Euh, il y a encore la Super Coupe d'Espagne qui s'y joue depuis quelques années. Pas mal de clubs font leur préparation, pas mal de joueurs individuellement vont se préparer là-bas par les installations. Le sujet d'installation revient beaucoup, enfin, à la fois en Europe, dans les grands clubs. Même, on a vu les interviews de plusieurs grands joueurs et notamment celle de Ronaldo qui déplore le manque de renouvellement des installations techniques. Quand on est entraîneur et du coup, vous, ancien joueur, à quel niveau justement est-ce que les accélérations technologiques et les avancées qui se font aujourd'hui sont importants pour préparer la saison, pour continuer la saison et pour se maintenir en forme? Je crois qu'il faut faire l'ensemble des choses et tout ce qui peut aider au niveau technique, au niveau scientifique, au niveau data, qui sont à la mode pour le moment. Donc, tout ce qui peut aider est selon moi important. Euh, il manque parfois des choses et on peut, je ne crois pas employer que l'un ou que l'autre, hein, que des data. Je ne crois pas que c'est une solution non plus et que ce que sont le ventre du coach ou l'aspect du joueur, ça, ça n'est plus suffisant. Hein. Donc, il faut mettre tout cela ensemble et essayer oui, de travailler à tous les détails qui peuvent faire progresser un joueur, qui peuvent faire progresser une équipe. Et ça, il y a plein de tools pour le moment qui sont capables d'aider un groupe ou une équipe à ce niveau-là. Il faut tous les essayer. Il faut tous les, bien sûr, après essai ou après confirmation du besoin ou de l'apport que ça peut avoir. Mais tout ce qui est possible à tous les niveaux, hein, au niveau footballistique, au niveau infrastructure, au niveau médical, au niveau data, au niveau mental, il faut tout mettre ensemble et c'est pour ça que le foot devient maintenant beaucoup plus complexe qu'avant et qu'on fait appel à tous les niveaux à des spécialistes. Donc les staffs ou les équipes ne font que s'agrandir et on ajoute de plus en plus de spécialistes à chaque niveau. Allons maintenant vers l'origine de ce qu'est M. Frankie Vercotteren. Euh, Dans quel environnement avez-vous grandi? On sait de vous que vous êtes né, enfin, que vous êtes de Molenbeek, de Bruxelles. À- Dans quel environnement avez-vous grandi? À quel moment le foot est rentré dans votre vie en tant que jeune passionné peut-être? J'ai commencé très jeune dans le sens où j'avais une famille. Mon père était footeux, hein, ou jouait au foot à bas niveau. Mon frère jouait au Dering à ce moment-là. Il a joué 4 matchs quand même en première division aussi. Donc, je suis né dans une famille de footballeurs et j'ai commencé très, très tôt parce que je me suis au fond inscrit, allez, même si ce n'était pas possible à ce moment-là, disons que je suivais les entraînements déjà à l'âge de 6 ans, ce qui à ce moment-là était interdit parce que ça commençait qu'à 10 ans officiellement. Mais je suis né, je dirais, avec un ballon dans le ventre et le ballon, je l'avais partout, à la maison, à la plaine. Je vivais beaucoup dans la rue. Je jouais beaucoup au ballon et, et j'ai donc appris à jouer au foot ouais, sur une petite plaine de jeu à Anderlecht. Je vivais juste à la frontière entre Anderlecht et Molenbeek. Donc, j'ai appris dans la rue, si on peut appeler cela ainsi, avec des amis, avec des copains, à l'école. Et comme ça, j'ai fait mes premiers pas. Donc, disons que j'allais à l'entraînement qu'une fois par semaine. Il y avait un entraînement par semaine le mercredi et un match. Mais tous les autres jours, j'étais déjà en train de m'entraîner parce que je frappais la balle souvent et même à l'école. Donc, pour moi, ouais, c'était une partie de ma vie déjà à 5-6 ans. Est-ce que vous pouvez nous donner
enfin, vos mots pour décrire à quoi ressemblait le foot à votre époque par rapport à ici? Ouf, le foot a beaucoup changé. Je crois que le foot à ce moment-là, c'était surtout s'exprimer, essayer d'être créatif, pas avoir trop de tâches, pas avoir trop d'obligations. C'était un plaisir. Euh, mais c'était surtout s'exprimer quelque part au niveau individuel, au niveau social, puisque c'est là qu'on rencontrait les amis ou qu'on se réunissait pour faire une partie de plaisir au fond. Donc, c'était vraiment un début ouvert, sans obligation, sans quoi que ce soit. Et on faisait nous-mêmes nos tactiques, on soignait nous-mêmes notre technique. On n'avait pas d'entraîneur, on jouait 4 contre 4, 5 contre 5, et puis on essayait de gagner, on essayait de jouer, de marquer des beaux buts, et on essayait de progresser dans certaines choses. Donc, c'était une découverte au fond individuelle, alors que maintenant, on commence déjà beaucoup plus tôt avec 2 ou 3 entraînements par semaine, plus des matchs, où la compète est importante, où le résultat est important, même si on dit que chez les jeunes, ce n'est pas important, mais je le vois encore maintenant toutes les semaines, puisque je suis parrain d'un club en provincial, et quand ils ont gagné, c'est toujours différent que quand ils ont perdu. Et quand ils ont pris une raclée, ce n'est pas évident, même si au départ, ce n'est pas le principal. Et ça, au début, on jouait pour prendre plaisir, bien sûr, pour gagner. La compétition était une partie d'eux, mais ce n'était pas le but, c'était s'amuser, c'était prendre plaisir, c'était se réunir, c'était un rendez-vous social. Et, euh, et le foot était différent. Alors, on a eu monsieur Thomas Meunier, justement, dans une interview qui nous a dit que quand il est rentré, justement, dans le centre de formation du Standard, il a vu que c'était justement 3 entraînements, si pas plus, des matchs, mais c'était vraiment intensif et du coup, il y a ce plaisir du jeu qui s'est un petit peu perdu. Vous, à quel moment, on va dire, vous, en étant en jeune, avez-vous décidé de devenir pro? Et même si vous avez déjà dit que vous étiez dans une «école» entre guillemets, est-ce que vous êtes passé dans ce qu'on appelle un centre de formation pour devenir pro, justement? Non, je dois dire, dans mon temps, les centres de formation, ils n'existaient pas en Belgique. Hein, c'était pas trop difficile. Quand je suis allé en 87 à Nantes, j'ai découvert le centre de formation et ce que ça signifiait. Et alors, j'avais déjà 31 ans. Et en Belgique, ça n'existait pas. Donc, c'était pour moi une nouveauté. J'ai suivi toute l'école des jeunes d'Anderlecht, oui. Donc, on peut comparer au niveau du nom avec un centre de formation, juste au niveau du nom, pas au niveau de tout le reste, puisque ces garçons-là, ils étaient internes, ils dormaient dans le club, allaient au club, ils allaient à l'école au club, ils étaient là 6 jours sur 7, parfois ils rentraient, je dis bien parfois ils rentraient un week-end. Donc, on ne peut pas comparer avec un centre de formation, mais oui, j'ai eu l'écolage à Anderlecht et au fond, j'ai fait toutes mes classes là, mais avec 2 ou 3 entraînements par semaine et un match, alors que les autres, ils s'entraînent plus ou moins 6 à 8 fois par semaine, puisqu'ils sont logés, blanchis et nourris dans le club. Est-ce que vous vous souvenez du moment où vous avez appris que vous allez devenir pro et cette petite période avant que vous commenciez votre premier match? Oui, d'abord, devenir pro, c'était au fond mon but, puisque quand j'ai terminé mon humanité, j'avais déjà parlé avec mon père pour arrêter l'école, ce qui n'était pas évident parce que j'étais bon élève, j'avais des capacités pour continuer à l'UNIF mais je ne voyais pas la possibilité de combiner les choses en faisant le foot et l'école ou l'UNIF à 100%. Dans ce temps-là, c'était beaucoup plus difficile. J'avais bien sûr déjà une option pour devenir professionnel, mais c'était une option euh, pour jouer en réserve et être dans le noyau. C'était tout, sans beaucoup d'argent. C'est un tout petit contrat de débutant. Et, et donc, au fond, la décision, elle est tombée relativement vite. Un, ça correspondait à mes plans. Et deux, j'avais l'opportunité à Anderlecht de signer un contrat. Euh,
Donc, pour moi, la décision était relativement claire. Et mon père m'a laissé la possibilité, il m'avait dit, voilà, jusqu'à tes 18 ans, tu fais, allez, je t'oblige à aller à l'école, à terminer tes études d'humanité, sans problème, hein, pas en recommençant 2 ou 3 fois. Mais après, tu peux choisir, je vais suivre ton choix. Donc, il m'a laissé faire ce choix et c'était, c'était la continuation pure pour moi du chemin que j'avais dans ma tête. Donc, c'était relativement facile et sans beaucoup réfléchir. Qu'est-ce que ça fait justement pour un jeune Bruxellois de jouer dans l'équipe locale pro au championnat national? Oui, d'abord, ça faisait un peu drôle parce que ma famille est une famille de footballeurs, mais ils venaient de Molenbeek et ils étaient supporters de Molenbeek. Donc, au départ, c'était un peu à l'encontre de. Euh, Après, c'était naturellement une satisfaction, un rêve, parce que pour moi, c'était un rêve, pour mon père aussi. Finalement, il n'a pas fait de différence entre ouais, j'aurais préféré Molenbeek ou je n'aime pas Anderlecht. Non, il a choisi pour son fils. Et vu les circonstances, moi j'avais atterri à Anderlecht et j'avais continué là, donc il était très content. Ce qu'on ressent, il faut savoir qu'entre le début de ma carrière professionnelle et mon premier match, il y a quand même eu une blessure qui m'a coûté 2 opérations. Donc mon choix à ce moment-là avait déjà été mis en question parce que j'avais choisi pour le foot et à 18 ans, je devais me faire, allez, entre 18 et 20 ans, je devais me faire opérer. Et dans ce temps-là, une opération du ménisque qui est maintenant banale, dans ce temps-là, c'était plutôt pas bon du tout. Et, et donc, il y a eu cet intermédiaire qui a fait que pendant des mois, je n'ai pas pu jouer, j'ai dû révalider, j'ai été opéré 2 fois et j'ai dû revenir. Donc, il y avait des doutes, il y avait des questions, il y avait du travail à faire. Donc, les premiers pas n'ont pas été faciles du tout. Après, allez, je me suis bien repris, on a trouvé quand même la solution. Donc, j'ai révalidé, j'ai joué, j'ai fait mes premiers pas. En plus, mon premier match était contre Molenbeek. Donc, un peu les circonstances tout à fait spéciales. Et alors, j'ai marqué en plus. Allez, mon tout premier match, pas mes 20 premières minutes, c'était contre Malines, mais mon tout premier match au fond de débutant, c'était contre Molenbeek. Donc, ouais, pour moi, un garçon de Bruxelles, hein, qui joue dans un club de Bruxelles et qui peut se mettre en évidence à ce niveau-là, euh, bah, c'était le rêve, c'était le max, presque. Parce que après, je suis resté pendant des années à Anderlecht pour les mêmes raisons. J'étais content là, j'étais à Bruxelles, j'avais ma famille autour de moi. Donc, ce n'est qu'après X années que j'ai pensé à un transfert ou autre, transfert qui, dans ce temps-là, était beaucoup plus difficile que maintenant, vu que les frontières maintenant sont ouvertes et que l'étranger, l'appel vers l'étranger est beaucoup plus grand pour les joueurs qui jouent en Belgique. Quand on rentre généralement dans une nouvelle équipe, et on le voit souvent avec des nouveaux joueurs, on s'implique énormément, quitte à faire des petites fautes d'imprécision parce qu'on n'est pas conscient. Enfin, on a tellement envie de donner qu'on en fait peut-être parfois trop. Du coup, en ayant commencé plus ou moins blessé, quelles ont été vos attentes en tant que jeune nouveau professionnel dans le milieu du foot dans vos premières années en Anderlecht? Est-ce qu'il y avait déjà justement des paliers à atteindre? Ou est-ce que votre Mais peut-être parce le premier palier, c'était relativement clair. C'est essayer de trouver une place à côté de. Hein, je vais citer des noms anciens, hein, mais il fallait se trouver une place entre les Ariane, les Ludo Cook, les Renzenbrink et autres. Et, et au départ, le seul palier qu'on voulait, que moi je voulais, c'était, je voulais pas être à leur hauteur, je voulais servir, je voulais être quelqu'un qui était content de pouvoir jouer avec et de pouvoir apprendre. Et c'était aussi le rôle que eux me donnaient. Ça veut dire il y avait beaucoup de respect pour ces joueurs qui avaient déjà montré, hein, qui étaient international hollandais, qui avaient déjà montré, qui avaient déjà joué les Coupes du Monde. Il y avait beaucoup de respect, il y avait beaucoup de reconnaissance, mais il y avait aussi de la part de ces joueurs beaucoup d'aide vers les jeunes, beaucoup de discussions, beaucoup de communication.
pas toujours une communication verbale, mais parfois l'attitude, si quelque chose ne réussissait pas, ils nous aidaient. Donc, on a créé des liens et ce stade-là était pour moi, au fond, la meilleure école que je pouvais avoir pour faire mes premiers pas parce que j'étais quelque part ouais, à la disposition d'eux, mais ils m'ont fait grandir, ils m'ont appris des choses, ils étaient ouverts à me rendre meilleur. Parfois, il y a des anciens joueurs qui n'aiment pas trop les jeunes parce que c'est parfois un danger, mais eux, ils faisaient tout pour que je me sente très bien, que je sois en confiance et que je puisse me développer au maximum avec beaucoup de confiance. Et cette confiance, je la recevais de leur part aussi. Donc ça, c'était le premier palier. Après, quand ces joueurs sont partis, ben, enfin, un autre stade, hein, ben, on va être plus leader, on va déjà avoir de l'expérience, on va communiquer la même chose à d'autres joueurs. Donc, il y a une évolution qui se fait. La plupart du temps, je dis avant, c'était comme ça, la plupart du temps, d'un jeune vis-à-vis d'un plus âgé. Maintenant, parfois, c'est un peu différent. Les temps ont changé, mais à ce moment-là, on nous mettait très vite à notre place. On connaissait notre place et on n'allait pas trop bouger le monde pour essayer de se mettre en évidence et de faire plutôt, ou de forcer les choses, ou d'avoir trop d'ego. Ça nous était très vite briefé de la part des joueurs ou de l'entraîneur. Mais je crois que c'est une bonne chose. Je crois que c'est une étape qui est nécessaire pour qu'on puisse évoluer au maximum. Je remarque souvent avec les nouveaux jeunes talents aujourd'hui qui sont dans des grandes équipes que l'ego vient beaucoup. Vous, justement, votre première saison, on va dire, complète, vous avez gagné la Coupe de Belgique, il me semble, le championnat, enfin, vous avez enchaîné les trophées. Est-ce que justement, enfin, à quel niveau est-ce que ça peut jouer justement qu'on vous recadre par les personnes d'expérience, justement, pour justement se dire que c'est bien de gagner une fois, mais ça joue sur la longévité? Oui, bien sûr, il faut toujours se remettre en question, surtout quand on joue à Anderlecht, hein. Il y a des clubs où on peut perdre, hein. Il y a des clubs, pas uniquement Anderlecht, où on ne peut jamais perdre. Euh, Donc, et ça, c'est quelque chose allez, que j'avais déjà, parce que comme je fais l'école d'Anderlecht, je savais déjà ce que ça signifiait. Anderlecht, il faut gagner et bien jouer. Il faut même bien jouer, parce que c'est ce qu'on attend de l'équipe ou des joueurs. Donc, euh, c'est une chose avec laquelle on est né quand c'est dans le biberon anderlechtois, disons. C'est relativement clair et facile. Et je dis, c'est chaque fois rappelé. Maintenant, c'est peut-être un peu différent parce que avant, on pouvait se mettre en évidence que par l'équipe. Hein, maintenant aussi, mais moins parce que parfois un gars peut attirer toute l'attention. Hein, par exemple, le gars qui marque et on oublie le gars qui donne les assists et on oublie le gars qui est important aussi pour qu'il puisse être un meilleur buteur. Mais du fait qu'il est meilleur buteur, il va avoir un transfert ou un plus gros contrat. C'est lui qui va prendre toutes les choses positives, financières ou sportives. Et les autres qui sont dans l'ombre, pas. Euh, Tandis que je dirais dans la période où j'étais à Anderlecht, il est clair que les anciens avaient au niveau argent et autres un meilleur contrat que moi, mais la reconnaissance ou autre pour l'apport qu'on amenait était le même. Et maintenant, j'ai l'impression que parfois c'est surtout l'ego, mais c'est aussi dû à l'entourage. Il y a des gens qui mangent avec le joueur, et les parents, les managers, d'autres gens qui sont intéressés et où, bien sûr, la mise en valeur de l'ego, ce qui reste important, parce que comme joueur de foot, il faut être aussi égaux, il faut savoir se mettre en évidence tout en restant team player. Mais l'ego maintenant est important parce qu'il fait gagner de l'argent, il fait faire des transferts, il fait augmenter l'attention qu'on peut donner via les médias ou autres. Donc c'est un point difficile et un point moderne avec lequel il faut tenir compte et qui fait naturellement aussi partie du développement d'un joueur. Hein. Se mettre en évidence, se faire connaître,
Se faire suivre sur les médias, ça fait partie maintenant de la politique pour mettre un joueur en valeur. À juste titre, pourquoi pas. Mais j'ai dit, c'est des choses qui avant ne se passaient pas, donc on était plutôt contrôlé ou géré par par très peu de gens. Et alors, je dirais, souvent, ces gens étaient de bonne foi et on pouvait faire confiance. Comment est-ce que vous réévaluez justement cet aspect, à la fois médiatique et enfin monétaire aussi dans le football? Dans le sens où, comme vous l'avez un peu touché, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui mangent autour d'un joueur et parfois, c'est parfois un clan. Quand on parle d'un joueur, on parle beaucoup d'un clan quand il s'agit des contrats ou quoi et les agents justement dans les différentes relations, mais sans entrer dans les détails. Enfin, quelles sont les différences entre le bloc équipe avec le staff? Ben, je ne sais pas si vous aviez des assistants qui n'étaient pas dans le club, mais qui aidaient le club et justement cette différence entre hier et aujourd'hui? Normalement, il ne peut pas y avoir de différence. Hein. Il ne devrait pas y en avoir dans le sens où tout le monde connaît sa tâche hein, et tout le monde va rester avec sa tâche en ce qui me concerne. Ça part chez le président. Hein. Le président, il a un rôle, il a une tâche. Et puis, via le CEO, le manager, le joueur, la place que le joueur occupe, euh, tout le monde a une tâche et tout le monde doit faire sa tâche au mieux, en ne pensant qu'à ça, pas en pensant à son ego, pas en pensant au résultat, hein, mais en pensant au chemin pour arriver à ce résultat. Qu'est-ce que je dois faire pour m'améliorer? Qu'est-ce que je dois faire pour jouer? Qu'est-ce que je dois faire pour devenir meilleur? Qu'est-ce que je dois faire pour gagner? Et ça, c'est le rôle que tout le monde doit avoir. Et ce n'est pas gagner, je veux dire, au niveau des résultats, ce n'est pas gagner de l'argent, gagner une maison, je veux telle voiture. Non, ça, c'est des récompenses. J'appelle ça des récompenses. Ça, c'est après. Quand tu gagnes, quand tu te mets en valeur, quand tu es champion, quand tu joues la Champions League, ben, tu recevras de l'argent en récompense, et alors tu pourras acheter une voiture. Mais certains pensent immédiatement ils oublient le procès. Hein. Parfois, on pense trop au procès aussi, mais bon. Ils oublient le procès et ils vont directement vers les goals qu'ils doivent atteindre. Et ça, c'est brûler des étapes. Et parfois, ça coûte cher. Ça coûte cher à certaines personnes parce que ils ne focalisent pas sur la juste chose. Et c'est la même chose pour un joueur s'il est occupé qu'avec lui-même, pas avec son équipe, pas avec ce qu'il doit faire, pas avec son rôle. Bah, l'équipe va avoir un problème, elle va quelque part souffrir et avoir très difficile. Donc, c'est savoir rester dans tes obligations, dans tes tâches qui sont définies par le club, qui sont définies par l'entraîneur. Et bien sûr, là-dedans, il y a la créativité, il y a la liberté. Pour le joueur, ce n'est pas de la PlayStation, va à gauche, va à droite, fais ci, fais ça. Mais dans les lignes qui sont définies, dans l'espace qui est défini, il faut rester là-dedans. Et ça, parfois, certains ont des problèmes. Alors, on voit par les informations qui nous sont disponibles qu'il vous a fallu quand même 5-6 ans avant de gagner votre premier titre de champion du monde. Est-ce que justement, durant cette période-là où vous finissez vice-champion de Belgique, est-ce que vous pensez enfin, il était facile d'entendre ce genre de discours, enfin, au niveau de l'équipe? On avait très difficile de gagner le championnat, mais on gagnait la Coupe d'Europe. Donc, on n'a gagné qu'une Coupe de Belgique, mais on a joué 3 années d'affilée la finale de la Coupe d'Europe, hein, différentes coupes naturellement, et jamais la plus importante. Mais quand même, on était capable de se mesurer à l'Europe, et en Belgique, on avait des problèmes dans le sens où à ce moment-là, il y avait aussi d'autres équipes, le Standard et Bruges, qui avaient de très bonnes équipes avec de très bons joueurs. Donc, oui, on n'était pas assez fort et souvent on perdait le championnat contre les petites équipes. Hein. On rigolait toujours, mais contre le Standard ou contre Bruges, c'était différent. Mais quand on jouait dans le temps des petites équipes sur le papier, ben, on perdait alors que 3 jours avant, on avait gagné contre Liverpool. Donc,
C'était c'était peut-être un manque dans cette équipe-là qu'on était capable allez, de sortir le maximum au niveau du potentiel, mais pas à chaque match. Il y avait des matchs où on dormait, où on n'était pas prêt. On disait toujours, un entraîneur disait toujours, il y a des jours où on avait le smoking et d'autres où on avait la salopette. Euh, mais parfois, le smoking, c'est pas suffisant parce que s'il n'est pas mouillé, s'il n'est pas sale, ça veut dire qu'on n'a pas fait ce qu'on devait faire. Donc, il y avait là-dedans des manques et je dirais c'était la même chose. Quand c'était l'Europe, quand c'était les grandes équipes étrangères, on était prêt. Et quand c'était la Belgique et les petites équipes, on avait difficile. Vous parlez de cette différence entre l'Europe et la Belgique. Déjà à l'époque, les grands clubs belges arrivaient à faire quelque chose, bah, notamment Bruges aussi au niveau européen. Aujourd'hui, on reste souvent sur notre faim et peut-être depuis que vous avez quitté Anderlecht, enfin, surtout ce club-là, on voit que des Bruges, des Standards arrivent parfois à pallier la phase de groupe. Qu'est-ce qui explique parfois, pas seulement à votre époque, mais peut-être encore aujourd'hui, que les clubs belges n'arrivent jamais justement à passer ce palier? Oui, au début, j'allais dire, parce qu'on a eu un moment, il y a quelques années, où tous les clubs belges avaient difficile, même très difficile. Hein. Donc, à ce moment-là, on pouvait dire, ouais, c'est l'argent, c'est le financier qui fait que les meilleurs joueurs vont en Angleterre, en Allemagne, en Italie, en Espagne et autres. Et puis après, ils viennent en Belgique. Donc, on a moins de qualité, alors qu'avant, on avait des internationaux danois, des internationaux hollandais, les meilleurs qui maintenant jouent à Barcelone ou autre. Donc, au départ, on pouvait dire ça. Après, on a vu quand même que parfois Bruges pouvait faire des exceptions. Que cette année, par exemple, au niveau de l'Europe, en Belgique, on s'en tire pas mal, même si les adversaires ne sont pas toujours à la hauteur. Mais ça, on avait avant aussi, quand on a parfois joué la finale de la Coupe d'Europe, on n'a pas rencontré toujours des très bons adversaires non plus. Donc, je crois qu'il y a une possibilité de se mesurer. Pour gagner la Champions League, c'est autre chose. Parce que là, je crois que les clubs, certains clubs sont au-dessus. Mais on doit être capable, en travaillant bien, en faisant des bons transferts, on est capable d'amener quand même la qualité suffisante que pour rivaliser avec beaucoup de clubs en Europe. Et ça doit être possible pour les 4-5 meilleures équipes de Belgique, pas uniquement pour une équipe. Donc, ce que Bruges fait, par exemple, en Champions League, ben, ça doit être un exemple pour tous les autres. Et ça doit être aussi euh, le fait que ben, on est capable de le faire si on travaille bien et qu'on a naturellement un peu de réussite ou autre. Mais ça fait partie du football. Mais la réussite, allez, ça se mixe aussi avec la qualité. Et la qualité, c'est le fruit du travail ou le fruit des transferts ou le fruit ouais, de l'argent qu'on investit. Alors peut-être qu'une année qui représente bien tout ça, c'est l'année, bah, déjà rappeler quand même que vous, à Anderlecht, c'est quand même 367 matchs, 93 buts pour un milieu de terrain. Et à l'époque, enfin, le rôle du milieu de terrain n'était pas forcément de marquer des buts. Vous avez été soulier d'or aussi, ce qui est quand même incroyable. Euh, dans tout ça, justement, enfin, cette réussite-là, et à quel moment est-ce qu'on passe justement ce palier et on voit que ça se répète, les grandes saisons se répètent dans le sens où au-delà de l'année 83, vous avez gagné ce soulier d'or. Ensuite, il y a la Coupe du Monde 86 et on va en revenir plus tard. Mais comment on arrive à arriver à un niveau où on performe au niveau international et on arrive à garder justement ce rendement-là? Disons que j'ai gardé un rendement relativement satisfaisant, sauf une année. Il y a une année où j'ai vraiment été à la bourre, comme on dit en France, et j'avais très difficile. Et au fond, ça venait de ma préparation. Je n'avais pas fait une préparation pendant l'été comme il le fallait, ni physiquement, ni mentalement. J'étais prêt à commencer la saison et j'ai payé les pots cassés. Donc, qu'est-ce qui fait que ben, qu'est-ce qui fait qu'on répète les années, les succès et autres? C'est chaque fois le fait qu'on se remet en question, qu'on va travailler de la même façon ou encore plus, qu'on va plus donner encore priorité à la préparation, au suivi, euh, à toutes les choses qui font qu'on peut se mettre au mieux ou être le mieux possible en forme. Donc,
pour moi, j'ai gagné un match aujourd'hui, je suis déjà occupé demain avec l'autre match et ce que je dois faire pour ce match-là. Je ne peux pas vivre, moi, tu vois, il y a des joueurs qui sont capables, et ils ouvrent la porte du vestiaire, le foot commence, ils ferment la porte et le foot est fini. Moi, je ne pouvais pas et je ne peux toujours pas dans mon travail. Je prends ça avec à la maison, je réfléchis. Parfois, c'est différent naturellement. Je ne suis pas toujours euh, occupé de la même façon avec certaines choses, mais c'est se mettre en question, c'est se poser des questions, c'est dire je dois prouver, j'ai une certaine réputation, je dois satisfaire aux attentes des supporters. Et au meilleur qu'on est, ben, au plus que les attentes sont hautes. On voit ça maintenant avec les hasards et autres. On attend toujours des miracles. Donc, c'est aussi le fruit d'un travail et d'un travail mental surtout, qui fait qu'on n'est jamais satisfait, on veut toujours plus et on veut continuer à gagner et à être important, ou avoir un apport important là-dedans. Et, et ça, c'est le fruit de la remise en question qu'il faut tout le temps avoir et la fin qu'on doit avoir. On voit maintenant Ronaldo, Messi, ouais, pourquoi on pourrait dire, ouais, pourquoi ils ont encore faim, qu'est-ce qu'ils ont encore besoin, mais on sent là-dedans quand même encore ouais, leur motivation qui fait qu'ils veulent rester à niveau et pas descendre ou terminer d'une manière qui n'est pas liée à leur capacité. Alors, on voit aussi beaucoup les sportifs aujourd'hui qui disent que, que justement ce niveau de préparation est différent par rapport à avant. Et au niveau physique, enfin, même si on comprend que la technologie a évolué, on voit au final que même si ce sont toujours des athlètes avec des muscles un peu plus saillants et qui vont un peu plus vite et qui courent beaucoup plus, vous, quelle différence est-ce que vous voyez justement entre cette préparation physique d'un joueur qui jouait il y a 20 ans, 30 ans, aux joueurs aujourd'hui? Ben, avant, on souffrait plus. Je veux dire, quand on allait courir au bois, le premier et le dernier, ils devaient normalement arriver en même temps. Ce n'était pas le cas, mais normalement, parce que tout le monde devait courir et presque aussi vite l'un que l'autre. Euh, on faisait des choses qui, au niveau scientifique, ont été complètement oubliées. Allez, oubliées, on n'en a plus tenu compte parce que c'était mortel pour un joueur, hein, au niveau acidité, au niveau fatigue, au niveau récup. On a fait des choses qui maintenant on fait plus du tout, mais alors plus du tout, c'est presque, c'est presque interdit. Allez, c'est interdit aussi. Donc ces choses-là au niveau physique, elles étaient beaucoup moins contrôlées, elles étaient un peu selon ouais, l'expérience de l'entraîneur ou le moment qui faisait que ouais, on devait faire un peu plus ci, puis un peu plus d'endurance, puis plus d'endurance, mais que des sprints. Mais alors on allait faire des sprints en, allez, en pente. Le lendemain, on était cassé parce qu'on n'avait jamais fait ça et c'était pas une bonne, c'était pas une réussite. Donc maintenant, tout ça est beaucoup plus contrôlé, tout ça est beaucoup plus individualisé. On contrôle les charges, on suit les entraînements, on regarde la récup. Euh, Avant, on ne tenait pas compte de ça. Donc, et puis, je dirais, il y a eu un moment où on avait un polar, dès qu'à 120, on devait arrêter parce qu'on pouvait être fatigué. Maintenant, si on employait ce polar à certains moments, ben, et à certains endroits comme au Mexique, ben, 120, on faisait un tout petit jogging et on avait déjà 120, on était déjà fatigué parce qu'on était en altitude et haut. Donc, avant, c'était un peu ouais, un peu libre selon les besoins, selon l'entraîneur. Avec là, on allait courir beaucoup, avec l'autre, pas du tout. Euh, donc, maintenant, tout ça, c'est scientifiquement suivi et même proposé. Donc, tout ça est beaucoup plus contrôlé et les intensités sont tout à fait différentes. Euh, les rythmes de match et autres sont à haut niveau, souvent, je dirais souvent, euh, très intensifs, donc ça laisse des traces pour les joueurs et les programmes sont souvent très chargés, mais
Avant, on avait un noyau de 16 ou 18 joueurs et on jouait aussi 60 matchs par an, hein. Mais pas à la même vitesse, bien sûr. Tout en prolongeant ce côté retour des nombreux vétérans qui ont été avec vous durant votre jeunesse, qui ont été les joueurs qui vous ont le plus impressionné justement dans toutes ces légendes qu'Anderlecht a connues et pourquoi? Honnêtement, je ne peux pas en sortir un dans le sens où ce serait Peut-être pas. plusieurs, différents et pour plusieurs raisons. Ouais, j'ai eu la chance de jouer avec beaucoup de très bons joueurs et mes excuses pour celui que j'oublie, hein, mais quand on a Rensenbrink qui pour moi était très important, qui savait faire la différence dans la plupart des matchs, euh, avec qui j'avais une communication non verbale euh, exceptionnelle. On ne se parlait pas, ce n'était pas un ami à moi, on ne se voyait pas après l'entraînement, on n'allait pas boire un verre ensemble. Mais allez, à quelques exceptions près. Mais on avait une communication non verbale sur le terrain qui faisait que je le sentais. Je savais ce que lui allait faire, lui savait ce que moi j'allais faire. Donc ça, c'est exceptionnel. J'ai eu ça avec très peu de joueurs. Mais si je parle d'Ariane, si je parle de Ludo Cook, après, si je parle de Lozano, si je parle d'Enzo Schifo, et je dis mes excuses pour tous ceux que j'oublie, de Georges Grun et autres. J'ai connu beaucoup de très bons joueurs, des internationaux danois, hollandais. Euh, donc, ce ne serait pas correct vis-à-vis de tous ces gens de dire, ouais, j'ai pas, il y en a un là-dedans. Non, il y en a beaucoup. Et, et ça, je leur dois beaucoup aussi, puisque quand on joue avec d'autres très bons joueurs, ben, on devient de toute façon meilleur et on prend allez, on prend les choses intéressantes qu'eux peuvent nous donner. Donc, j'ai eu la possibilité de jouer avec et contre aussi parfois, euh, avec beaucoup de très bons joueurs de haut niveau. Quand vous êtes rentré en sélection en tant que joueur, est-ce que vous avez, parce que le Anderlecht évolue à un niveau assez élevé au niveau du championnat, est-ce que les choses ont vraiment changé? Non, le contexte pour nous était différent parce que jouer pour l'équipe nationale, ça restait quelque chose de très spécial. Et c'était presque une des seules possibilités pour se mettre en évidence vers l'étranger, hein. OK, on avait la Belgique, Anderlecht Bruges, Anderlecht Standard, mais qui regardait, je dirais, dans le reste de l'Europe, ces matchs-là, il y a autant d'années? Hein, ce n'était pas comme maintenant, on pouvait suivre tous les championnats, mais euh, jouer avec la Belgique, c'était la possibilité de se mettre en évidence contre l'Angleterre, l'Allemagne, la Hollande, et, et on faisait une sorte de pub, et on se mesurait aussi aux autres pays, aux autres joueurs. Donc, ça avait une autre dimension, je crois, que maintenant où, ouais, où l'équipe nationale, bah, c'est plutôt l'inverse maintenant. C'est la continuation de ce qu'ils font déjà à Manchester City ou à Barcelone ou au Real de Madrid. Ils sont habitués à faire tout ça. Alors que pour nous, c'était presque exceptionnel. On jouait quelques matchs par an, hein, pas beaucoup. On n'était pas toujours qualifiés. Euh, il y avait très peu de qualifiés à chaque Coupe d'Europe, à chaque Coupe du Monde, hein. Maintenant, ils sont 32 ou des choses comme ça. Ou on va aller vers 32, je ne sais pas, mais vers 64 bientôt. Donc, il y avait une motivation, je crois, différente. Euh, Parce que pour nous, ouais, c'était contre la France, c'était contre la Hollande, et que ces opportunités-là, elles n'étaient pas très grandes, sauf en Coupe d'Europe, mais même en Coupe d'Europe, on ne tombait pas toujours contre les très grands ou les très gros calibres. Et pourtant, vous avez quand même été très loin en UEFA, quitte à être finaliste de la Coupe de l'UEFA. Vous avez d'ailleurs gagné ce titre encore. Vous avez été plusieurs fois à la Super Coupe UEFA. Et justement, par rapport peut-être aujourd'hui, maintenant que vous en parlez, est-ce que justement la publicité autour de la Coupe d'Europe est différente? Et peut-être est-ce qu'elle n'était pas, à quel niveau est-ce qu'elle était suivie par le grand public peut-être et les médias? Ben, c'était suivi, mais c'était pas la même chose. Je crois que si maintenant, euh,
Je prends peut-être juste une exception étant le retour après le Mexique. Mais tous les autres fois, OK, quand on a gagné la Coupe d'Europe, c'était la fête à Bruxelles, mais pas vraiment la fête qu'on aurait si maintenant Anderlecht devrait gagner une Coupe d'Europe ou si la Belgique devrait gagner la Coupe du Monde. Donc, il n'y avait pas les médias, il n'y avait pas les journaux comme il y a maintenant online, il n'y avait pas allez, Instagram, Twitter ou autre. Donc, il y avait un suivi, mais c'était quand même restreint et pas médiatisé comme c'est le cas maintenant. Mais ça, c'est l'évolution des choses et qui fait que bah, on était moins connus, on était moins dans la presse, on était moins suivis aussi, hein, parce que maintenant, on suit à tous les niveaux les joueurs ou les équipes. Donc, il y avait plus de liberté, plus de calme autour d'une équipe, alors que maintenant, bon, on envoie une petite armée de journalistes ou de médias pour essayer d'avoir quelque chose de sensationnel, allez, sensationnel ou d'unique qui pourrait naturellement intéresser les gens. Y a-t-il quelque chose que vous avez l'habitude de faire, peut-être pour la célébration avant, qui serait aujourd'hui impensable pour les joueurs d'aujourd'hui parce que justement les médias suivent et tout le monde essaye de créer un buzz autour des joueurs? Non, allez, disons que il y a certaines choses qui sont tout à fait différentes maintenant, mais c'est surtout pour la sécurité des joueurs et pour l'approche qu'on peut avoir. Donc avant, on avait un contact presque direct jusqu'à l'échauffement avec les supporters. On devait presque passer entre eux pour aller s'échauffer. Euh, Maintenant, tout ça au niveau mise au vert, au niveau hôtel, au niveau sécurité, garder à distance, bah, tout ça, ça fait partie des besoins actuels parce qu'on ne peut pas, on peut-être plus vivre comme on vivait les choses avant. Donc, c'est un peu suivre les temps ou les temps modernes, hein, et satisfaire aux besoins qui font que ben, on doit isoler un peu les joueurs, malheureusement. Comment est-ce que vous décrirez le joueur Frankie Vercotteren au niveau tactique? Lent, pas rapide, pas bon de la tête, que pied gauche, comme ça. Non, comment au niveau tactique? Moi, je crois que j'étais quelqu'un qui m'occupait beaucoup je dirais pas de la tactique, mais de chercher des solutions sur le terrain. La tactique, je veux dire avant le match, de chercher des solutions sur le terrain pour que je joue mieux, pour que l'équipe puisse en profiter, pour que je défende mieux, ce qui était un gros problème, allez, un gros point de travail pour moi, ou comment je pouvais attaquer. Et je réfléchissais beaucoup dans mon jeu. Donc, je posais des questions et euh, si j'étais quelque part ennuyé par un adversaire, collectivement ou individuellement, j'étais toujours occupé avec la recherche d'une solution. Et donc, je réfléchissais beaucoup et j'en parlais souvent avec les autres joueurs et parfois on échangeait aussi des solutions, même, je dirais, si on ne consultait pas directement l'entraîneur, mais ça reste pour moi une chose importante qu'un joueur d'abord est déjà occupé avec les solutions et pas que il ne suive que les consignes de l'entraîneur. Bien sûr, il doit suivre ses consignes, mais il peut aussi en discuter et puis il peut lui aussi solutionner éventuellement certaines choses ou réfléchir. Donc, je, je me posais beaucoup de questions dans le match, mais des questions pour, pour que l'équipe ou moi progresse. Y a-t-il une formation que le joueur Vercotteren préférait? Non, il y a pas vraiment de système que je préfère. On peut dire 4-3-3, 4-4-2. Moi, je suis plutôt pour la flexibilité, mais pas la flexibilité pour changer à tous les matchs ou à tous les moments. Mais je trouve qu'on doit avoir une éducation relativement large et pas restreinte. Voilà, 4-3-3, je vais jouer toute ma vie 4-3-3 parce qu'après, quand on arrive chez les pros, il y a parfois d'autres demandes. Donc, pour moi, c'est plutôt une flexibilité.
tout en n'allant pas jongler avec. Mais j'aime jouer à 5 derrière ou à 3 derrière ou 3-4-3 et 3-5-2. J'adore même, mais tout le monde reste au départ naturellement partant pour un 4-3-3 habituel. Mais je dis, les choses demandent parfois une autre solution. Et parfois, pour certaines équipes, quand je suis arrivé, par exemple, à Genk, on a cherché le meilleur système pour l'équipe et pas le système que moi je voulais absolument jouer parce que je suis arrivé en cours de saison. Je ne pouvais pas faire de transfert, je n'avais pas les joueurs pour jouer certaines choses. Et donc, on est aussi tributaire de ce qu'on a comme potentiel. Donc, le plus important, c'est qu'on trouve le système et surtout l'animation. L'animation est, selon moi, plus importante que le système, qui va le mieux pour l'équipe et pour les joueurs qu'on a à sa disposition à ce moment-là. Alors évidemment, on va revenir sur Gang parce que c'était vraiment exceptionnel ce que vous avez fait, mais peu importe. Avant ça, peut-être, je voulais toucher à la Coupe du monde 86. On entend souvent parler de cette Coupe du monde à la télé, notamment avec Rodrigo Mertens qui, à l'époque où il commentait, adorait justement nous ressasser quelques anecdotes sur la compétition au Mexique. Vous avez du coup joué contre, enfin, il y avait l'équipe de France, il y avait des Zico, il y avait des Platini, il y avait des Maradona. Peut-être pour commencer, par rapport à ce qu'on connaît maintenant au Qatar, comment se faisait la préparation pour une Coupe du monde? Comme vous avez dit avant, au Mexique, du coup, en altitude, avec le groupe, et enfin, par rapport à maintenant, du coup, la Belgique est passée en tant que meilleure troisième. Est-ce que vous pouvez peut-être nous donner une idée de à quoi ressemblait justement cet environnement à l'époque? Ben, l'environnement, il était un peu spécial et j'ai dit c'était aussi, on avait essayé d'intégrer un peu le côté scientifique, vu le fait qu'on devait jouer en hauteur, avec la chaleur et tout ça, à des moments, je dirais, de la journée où il faisait vraiment le plus chaud presque. Mais honnêtement, je n'ai pas trouvé cette préparation vraiment très réussie à ce niveau-là. Je dis bien à ce niveau-là. On montait en altitude, on ne savait pas s'entraîner là parce que il y avait plus d'herbe à cette altitude-là. Donc, on allait vers un chalet en altitude et on sautait un peu à la corde, on bougeait un peu et on restait surtout le temps de s'améliorer, de s'adapter à l'altitude. Et puis, on redescendait. Voilà, ça, c'était ce qu'on a fait comme préparation la plupart du temps. Puis, quand on s'entraînait, ben, on s'entraînait en dessous des 1500 mètres. 1500 mètres donc pour avoir de la disponibilité des terrains, donc ce qui n'allait pas nous aider parce qu'au Mexique, c'était au-dessus de 2000. Euh, donc cette préparation-là avait été un peu abordée d'une manière moderne, hein, mais pas vraiment tout à fait comme il faut, je crois. La seule chose que ça nous a apporté, et ça c'était très important, on a fait vraiment du team building comme on l'attend un peu pour le moment, c'est-à-dire pas des activités organisées, mais on a créé un groupe de ce qu'on a vécu là, du temps qu'on devait passer là, du fait qu'on pouvait glisser au lieu de descendre avec le téléphérique, on glissait vers le bas, on s'amusait, on vivait ensemble un laps de temps, quand même un long laps de temps, parce que la préparation était beaucoup plus longue. Maintenant, les pauvres, ils ont une semaine pour se préparer, donc on ne peut pas comparer. Donc, à ce niveau-là, la préparation, elle a aidé. Après, au Mexique, on a encore eu d'autres problèmes au départ, mais euh, disons qu'on a fait le max pour essayer d'être au mieux préparé et on a profité un peu de l'ambiance qu'on a pu créer là-bas à ce moment-là. Et ça, c'était une bonne chose. Alors, et on va peut-être le rappeler, la Belgique a quand même fini quatrième. Est-ce que la Belgique et peut-être à la fois les citoyens, les médias, est-ce que tout le monde un peu nous voyait aller aussi loin? Et qu'est-ce qui explique justement qu'on est passé en meilleur troisième pour aller si loin dans le championnat, enfin en Coupe du Monde, pardon, en battant notamment l'Espagne, hein. Ben, je crois que tout d'abord, ce n'est pas la première fois qu'on rencontre ça. J'espère que maintenant on est un nouveau parti dans ce sens-là. Ça veut dire que ceux qui jouent très bien le premier tour ne sont pas toujours ceux qui continuent et qui gagnent. Au contraire,
c'est souvent ceux qui commencent mal ou avec quelques problèmes qui vont le plus loin. Et ça, c'était le cas pour nous au Mexique. On a échappé, on a cherché le meilleur système, la meilleure animation, la meilleure équipe. On n'a pas trouvé directement. Euh, et puis, on a eu ce qu'il faut avoir après le premier tour. C'est comme ça se joue en un match, c'est la qualité et la chance du jour. La qualité, je veux dire, bah, ce jour-là, toute l'équipe doit être top, doit être en ordre, doit être euh, à niveau, un niveau relativement haut. Et puis, il faut un peu de réussite. La réussite qui fait que on a 4 occasions, on en marque 4. Les autres, ils ont 3 occasions, ils en marquent un. Euh, on a un penalty contre, le gardien l'arrête ou il shot à côté. Et puis, cette petite chose fait parfois la différence. Et là, on l'a eu contre la Russie surtout, hein, quand on voit le résultat, quand on voit les goals qu'on a marqués, eh ben, c'était la qualité. Et puis un peu de réussite parce que chaque goal, chaque occasion qu'on avait, on marquait. L'Espagne, on a gagné au penalty. C'est aussi, je dirais pas une loterie, c'est aussi une qualité de donner des penalties, mais quand même, ça pouvait être différent. Et, et ça fait que ben, on a évolué du pas bon du tout vers du très bon. Et puis, on a diminué à nouveau un peu contre l'Argentine. On n'était pas à niveau, mais on a rencontré une équipe qui était plus forte que la nôtre. Donc, c'est propre parfois à une Coupe du Monde. Pas bien commencer, se remettre en question, profiter d'un match qu'on gagne pour se relancer. Et puis, tout reste possible parce que ça se joue en un match. Et si la différence n'est pas tellement grande, c'est pas toujours la meilleure équipe sur papier qui gagne. Justement, dans ces confrontations directes, on va dire, à la fois en Coupe du Monde, mais en Coupe d'Europe, enfin, non, avant, ce n'était pas vraiment le cas, mais aujourd'hui, si, quand on analyse un match, et justement, enfin, pour revenir à ce match, par exemple, contre l'Argentine, nous, Argentine, à l'époque, on va penser Maradona, qui, OK, il a marqué 2 buts, mais vous, justement, avant d'aborder le match, est-ce que vous vous concentrez plus sur les tactiques de l'équipe ou vous vous dites juste à faire attention à Maradona ou avant faire attention aux grands joueurs, justement, contre qui on va jouer? Mais disons qu'avant, les analyses qu'on faisait n'étaient pas les mêmes que maintenant. Maintenant, tout est décortiqué individuellement, collectivement, ligne par ligne. Donc, ce n'est pas la même chose du tout. Hein. On avait des consignes, on avait une stratégie, on avait des plans, hein, des plans de jeu, comme on appelle ça. Mais euh, on avait déjà quelque part une expérience avec Maradona 4 années avant. Donc, on voulait surtout réessayer la même chose et on savait qu'on devait être très fort collectivement pour battre l'Argentine. Donc, ce n'était pas uniquement un plan très défini, c'était aussi la capacité, ouais, qu'est-ce qu'on est capable de faire et qu'est-ce qu'on veut faire vraiment et est-ce qu'on va réussir à faire cela. Donc, c'était beaucoup moins beaucoup moins travaillé que maintenant, hein, où on décortique vraiment tout. Euh, mais c'était suffisant parce que ça, c'est pas là qu'on doit chercher l'excuse qu'on a perdu contre l'Argentine. On voit aujourd'hui les aspects marketing, etc., enfin les à côté du foot prennent beaucoup d'importance. Une question qui nous a été soumise étant, est-ce que votre style de l'époque a été travaillé, notamment avec la coiffure de cheveux par rapport au maillot, etc. Enfin, c'est les images qui ressortent beaucoup, mais est-ce que vous, pour vous et pour l'équipe, ou peut-être à l'époque, est-ce que c'était important? Pas vraiment, j'allais dire pas vraiment, mais c'est vrai que parfois, à un certain niveau, ouais, on changeait un peu les données, si on peut le dire ainsi. Euh, et on avait une autre coupe, ou on avait une mini-vague ou autre, on mettait un peu de mèche dans nos cheveux. Donc il y avait quelque part un look qu'on changeait, l'un un peu plus que l'autre. Euh, et parfois ça venait d'une manière accidentelle, je veux dire accidentelle dans le sens où
Moi, j'allais chez le coiffeur, il me disait, tiens, pourquoi on ne fait pas des mèches ou pourquoi on ne fait pas une mini-vague? Donc, c'était au fond une approche à lui et pas à moi. Ce n'était pas une approche réfléchie avant pour dire on doit se montrer, on doit se mettre en évidence ou quoi que ce soit. C'était une donnée que lui voulait augmenter. Et moi, par exemple, je me retrouvais là-dedans. Donc, c'est pour ça que parfois, on a des cheveux plus longs, moins longs, avec des boucles ou autres. Mais c'était pas réfléchi ou c'était pas vraiment recherché avant date. C'était momentané. Alors, maintenant, on va peut-être partir sur ce côté entraîneur et peut-être commencer par la base. À quel moment est-ce que vous avez su ou envisagé le fait d'être entraîneur, justement? Au milieu de ma carrière de foot, de footeux, de joueur de foot, j'ai commencé à collectionner tous les entraînements. J'écrivais, je notais tous les entraînements qu'on faisait. Allez, tous les entraînements intéressants, hein, j'allais dire. Euh, et je me suis quelque part préparé à être entraîneur déjà. Donc, on ne fait pas ce genre de choses sans arrière-idées. Et, et je dirais de mes 25 ans jusqu'à mes 35 ans, pendant 10 ans, j'ai noté les entraînements que je voulais noter, que je voulais retenir et que je voulais, même si ça évoluait, que je voulais garder dans une sorte de bibliothèque. Hein. Maintenant, on ferait ça sur l'ordi, avant c'était sur papier. Donc, je savais très tôt déjà euh, que j'allais me lancer allez, dans ce métier-là. Comment s'est passée la formation d'entraîneur à l'époque? Peut-être, est-ce qu'il y a des changements par rapport à aujourd'hui? On sait du coup qu'il y a quelques cours et ensuite vous faites des stages dans dans des clubs sous la supervision d'un entraîneur. Comment ça se passait avant et à quel moment dans cette phase, on va dire, d'apprentissage, est-ce que vous avez eu vos premières offres? Ben, d'abord, je dois dire, je voulais être entraîneur, mais je voulais être entraîneur que des jeunes. Je voulais pas faire, c'est très drôle, je voulais pas faire les pros ou les adultes. Euh, et au fond, ça a changé quand j'étais assistant à Anderlecht, pas avant. Donc, j'ai suivi mes cours parce que, un, ça devenait une obligation. Deux, on avait l'opportunité au départ de faire ça d'une manière relativement rapide. Euh, donc, les diplômes, on pouvait les faire en accéléré vu qu'on avait une certaine expérience, jouer autant de matchs, on faisait partie d'eux. Euh, donc, je me suis dit, ça peut m'intéresser, mais j'ai toujours voulu faire les jeunes. Et mon premier rôle comme entraîneur, c'était aussi directeur technique des jeunes à Malines. Et là, j'ai changé pendant une année le fusil d'épaule parce que le club était descendu en D2. Moi, j'avais été 3 ans entraîneur, directeur technique des jeunes, et on n'avait pas de moyens, ou peu de moyens, peu de possibilités, et beaucoup de jeunes allaient évoluer vers l'équipe première. Alors, ils m'ont demandé de devenir entraîneur, et j'ai dit, OK, je veux le faire parce que ce sont mes jeunes qui vont, allez, mes jeunes, ce sont des jeunes que j'ai travaillé pendant 3 ans. Je veux bien faire ce pas et continuer à les guider. Mais ça, c'était qu'un an, et après, je suis rentré en Amérique pour faire l'équipe réserve, pour faire à nouveau les jeunes. Et ça correspondait à mes ambitions, à mes attentes. Et c'est qu'après, euh, que M. Constant m'a demandé de faire l'équipe première, que j'ai changé mon rôle. Mais au fond, mon ambition première et même l'ambition prioritaire pour moi, c'était et est toujours les jeunes. Est-ce que cet attrait pour les jeunes footballeurs vous a aidé? Parce qu'on voit que vous avez souvent fait monter et fait progresser incroyablement beaucoup de jeunes, que ce soit Anderlecht ou à Genk ou à Malines, enfin peu importe. Justement, est-ce que le fait d'avoir d'abord travaillé avec des jeunes vous a beaucoup aidé dans votre carrière et comment, en tant qu'entraîneur, est-ce qu'on s'y prend justement pour enfin, pour que le jeune prenne conscience de pas seulement de son talent, mais qu'il faut travailler encore plus justement pour atteindre un palier supérieur? Je crois que ça m'a beaucoup aidé parce que allez,
ça faisait partie au fond de mes principes, de mes priorités, de mon challenge que je me donnais, dans le sens où il est clair qu'il faut tenir compte des plus âgés, des plus anciens, mais c'est un mix selon moi. Et puis la formation est pour moi dans un club hyper important. Donc on a souvent, euh, on est souvent attiré par des transferts, par des gens d'en dehors, alors que peut-être on a les joueurs chez nous, dans le sens où on oublie, on ne donne pas le temps. Les joueurs ne reçoivent pas leur chance. C'est pas qu'ils reçoivent une chance, ils prennent leur chance. Mais cette chance, je veux bien leur donner s'ils le méritent et s'ils font tout pour. Et ça m'a aidé dans le sens où ça m'a permis oui, de lancer des Courtois, des De Bruyne, même des compagnies, de Van den Borre et autres comme assistants et autres, de, de les lancer, de les mettre en évidence et de les faire progresser plus vite, hein, parce qu'ils seraient de toute façon arrivés, faire progresser plus vite sans avoir la crainte ouais, de subir un mauvais moment du jeune ou une faute que le jeune va faire peut-être plus vite qu'un autre. Mais ça me donnait toujours confiance dans ma carrière d'essayer ou de lancer des jeunes. Et c'était pour moi important et c'était aussi important pour l'équipe à ce moment-là parce que c'était simplement les meilleurs qui jouaient. À ce moment-là, ben, les jeunes étaient meilleurs qu'eux. Dans un pays, ça m'a peut-être coûté mon poste parce que là, je lançais pas mal de jeunes et les anciens se sont un peu fait connaître et n'appréciaient pas trop hein, parce qu'ils perdaient leur place. Mais jeune ou pas jeune, je dis pour moi, c'est le moment qui compte et le potentiel qui compte et l'efficacité passe avant le reste. Donc pourquoi pas? Alors, vous en avez un peu parlé. Monsieur Constant Van Nostok, nous, on ne le connaît pas forcément à part ce que les médias en disent, mais vous, qui l'avez connu tout au long de votre carrière, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur lui, à la fois la personne, mais aussi au niveau professionnel, son regard par rapport au foot? Ben, disons qu'il avait déjà connu, allez, quand même, il avait quand même certaines connaissances. C'est pas un président qui descendait comme ça d'un bureau, d'une société et autres. Il avait été directeur technique, il connaissait le foot de près, euh, il savait de quoi il parlait. Il avait énormément de personnalité. Ça veut dire qu'on l'entendait ou on le voyait pas beaucoup. Mais quand il venait, tout le monde savait qu'il était là et tout le monde savait pourquoi il venait et tout le monde écoutait et pas uniquement écoutait, mais faisait aussi ce qu'il demandait ou on tenait compte de ses paroles. Donc euh, c'était un connaisseur avec beaucoup de personnalité et qui se mêlait aux choses quand c'était nécessaire, mais sinon il était dans l'ombre, il était pas vraiment tous les jours présent, mais bon, il savait tout, puisqu'il il était intéressé et il savait bien que si lui n'était pas là, ben, d'autres gens allaient le renseigner sur sur ce qui se passait. Donc, à ce niveau-là, c'était un président un peu différent de maintenant, où souvent, ils sont plus intéressés, plus mêlés, euh, ouais, plus impliqués. Et, et voilà, je dis, ça le différenciait souvent de beaucoup d'autres. Gérer un collectif, qu'est-ce qu'il faut en tant qu'entraîneur, surtout quand on vient de commencer, sachant justement l'environnement dans lequel, enfin, Anderlecht, ce que ça représente au niveau belge, mais qu'est-ce qu'il faut pour gérer un équipe? Est-ce que c'est justement peut-être de la droiture en fonction des gros profils? Est-ce que c'est à la fois se dire on gère les contrats, on gère le potentiel sur le long terme? Enfin, qu'est-ce que ça demande en fait? Ben là aussi, je crois que ça a évolué dans le sens où ben, au départ, il faut être, je crois, très correct, très droit, très juste envers les joueurs. On ne peut pas raconter des salades ou on ne peut pas raconter ou cacher certaines choses. Parfois, il est clair qu'on doit cacher certaines choses parce que ça, c'est pour le bien-être du club. Mais si on est correct avec les joueurs, si on peut parler entre quatre yeux et qu'on peut les regarder
dans les yeux, c'est ce qu'ils attendent. Parce que tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, ben, ça peut toujours se retourner contre toi et le joueur, il peut prendre ça d'une manière différente. Donc, être correct, je crois que c'est le principal. Puis, être intéressé dans ce que le joueur fait, comment il joue, comment il vit, comment il peut devenir meilleur, être intéressé pour savoir ce qu'il pense, ce qu'il attend. Tout ça, c'est important. Et puis, créer un esprit de groupe. Donc, faire savoir à tout le monde ce que ça signifie vraiment un groupe, quelles sont les obligations, quels sont les besoins et quelles sont aussi les conséquences s'il y en a un qui ne fait pas ça. Et ça, c'est naturellement le plus difficile. Maintenant, il y a, comme entraîneur, il y a il y a des conséquences, c'est qu'on veut mettre des joueurs en valeur, on veut les vendre, le club a des besoins, donc il faut aussi tenir compte de ça et vivre avec ça. Parfois, c'est pas facile, dans le sens où ça peut être à l'encontre d'eux, mais ça, c'est quelque chose à définir avant qu'on signe un contrat. Comment sont les choses, comment se passent les choses, je suis d'accord avec ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Et si je coule avec mes priorités ou avec les priorités des autres. Ça, c'est l'entraîneur qui doit décider ou le club qui doit décider. Voilà. C'est comme ça que ça marche ici et c'est comme ça que ça se déroule. Et à l'entraîneur de choisir ce qu'il veut là-dedans et de ce qu'il veut faire. Donc ça, c'est la difficulté, c'est de faire fonctionner un groupe et de rester intéressé par les remplaçants, par ceux qui sont sur le banc, pour qu'ils puissent éventuellement, le jour où ils sont sur le terrain, quand même avoir le rendement attendu. Et, et ça, avec le staff, avec les joueurs, avec les dirigeants, ça fait partie du travail collectif qu'on a quand on travaille dans un club. Néanmoins, dans un club, il y a cet aspect de transfert et des annonces de transfert souvent reliées par les médias qui arrivent durant la vague où vous, en tant qu'entraîneur et Anderlecht, avez su rester au top et maintenir un certain niveau d'efficacité avec notamment des joueurs étrangers, enfin, on ne va pas les citer, mais peu importe. Justement, comment on arrive à assurer justement la productivité de l'effectif enfin, quand on sait qu'un joueur va entendre que peut-être qu'un tel ou un tel va arriver avec des rumeurs de transfert et vu la longueur du championnat, comment on arrive justement, parce que souvent il s'est passé que le premier arrive deuxième finalement parce que fin de saison, ils n'ont pas su gérer justement les points et les matchs. Comment on arrive à justement garder cette motivation et ce collectif dans l'effectif à la fin de la saison, justement, pour gagner les matchs qui vont nous faire remporter le titre? Ben, en s'occupant que du match, je crois que toutes les autres choses ne font pas partie de la préparation. Ils doivent être éliminés directement et au plus vite. Il ne faut pas qu'il y ait... Moi, ce qui m'ennuie toujours, c'est qu'il y a des joueurs qui commencent à parler au mois de décembre pour leur contrat de l'année prochaine. Hein, ils sont déjà en train de dire, maintenant dans la presse aussi, je lis, il y en a déjà qui disent, ouais, j'aimerais bien savoir ce que le club pense faire avec moi et si l'année prochaine je serai encore ici. Pour moi, c'est complètement à côté de la plaque. Et c'est complètement. Il a un contrat, ce joueur, jusqu'à la fin de la saison. Il doit respecter son contrat. Il ne doit pas être occupé avec autre chose. Si quelqu'un doit être occupé avec autre chose, c'est son manager, hein, c'est son agent, qui peut éventuellement parcourir les pistes, discuter. Peut-être discuter un jour avec lui, mais ça ne peut pas être pour lui un moment de réflexion maintenant. Maintenant, cette réflexion, c'est qui le prochain match, c'est quelle préparation que je dois faire et comment on va faire pour gagner. Donc, c'est relativement clair pour moi. Et je sais que ça joue et je sais que ça fait partie de. C'est le travail qu'un entraîneur ou un club a en disant, voilà, vous avez encore un contrat, pourquoi parler du reste? Vous voulez partir? Pas de problème, on en parlera au mois de mai. Mais pas maintenant, hein, sauf si le club est d'accord et on dit, voilà, en janvier,
on va trouver une solution. Mais ça peut être ni pour le club, ni pour le joueur un point de discussion à des moments trop lointains ou à des moments qui ne sont pas les moments appropriés. Est-ce que l'année 2006 et 2007 ont été des surprises, pas peut-être au niveau des performances, mais au niveau des titres? Bah, je crois la qualité du groupe, la qualité en général du groupe. Quand on est champion, c'est souvent le mérite du travail qu'on a et de la qualité qu'on a. Après, on peut mesurer vis-à-vis d'autres. Parfois, on a la même qualité, mais ça, on a quand même un peu plus, ça, on a un peu mieux. Mais sans bonne équipe, sans bonne mentalité, sans esprit professionnel, on peut pas gagner un titre. Il n'y a pas de cadeau, même si on est entraîneur d'Anderlecht, même si on est entraîneur de Bruges ou autre, même du PSG, Barcelone. C'est pas si facile que ça. Tout le monde croit, ouais, c'est facile, mais pas du tout, parce qu'il y a plein de choses qui jouent et euh, plein de dangers qui se présentent tout au long de la saison. Mais c'est la récompense du travail et la qualité qu'il y a dans le groupe, mais qualité large, techniquement, tactiquement, physiquement, mentalement, qui fait que le rendement et l'efficacité de ce groupe sont tellement hauts qu'ils deviennent champions. Est-ce que durant cette période et peut-être avant, est-ce que votre relation avec le public a changé, peut-être pour vous concentrer plus justement pour le titre? Et peut-être plus généralement, quelle est votre relation, vous, Frank Vercotteren, avec le public anderlechtois et bruxellois en général? Je ne suis pas très, comment dire, pas très social et pas très, je dirais pas populaire, c'est peut-être pas le juste mot, mais je me manifeste pas beaucoup vis-à-vis du public. Et, et c'est pas du tout parce que j'aime pas le public, hein, c'est parce que je crois que ça fait pas partie de mon métier ou de ma préparation pour, pour me disperser. Donc, et après, je me suis manifesté parfois à certains moments, mais pas beaucoup. Donc, on ne va pas me voir à tous les matchs faire le tour du terrain et aller me mettre devant les supporters pour les remercier. Non, mais je n'ai jamais fait ça comme joueur et je n'ai jamais fait ça comme entraîneur non plus. Il y a des moments où je le fais, mais ça, c'est vraiment des moments isolés et je dirais extrêmes. Hein. Ça veut dire si on est champion ou si on gagne un match important, ce genre de choses-là. Et ouais, ça fait partie de mon caractère, de ma personnalité. Donc, je ne suis pas très, très média. Je préfère l'ombre à la lumière. Et quand il y a un groupe de 20 personnes devant moi, je vais faire un tour. Je ne vais pas passer entre les 20. Mais ça, c'est moi. Je ne peux pas. Donc, et quand je suis dans ma préparation, par exemple, avant, quand j'allais m'échauffer, j'étais dans ma préparation. Il m'est arrivé de passer des gens que je ne disais pas bonjour. Mais ce n'était pas parce que je les aimais pas ou ci ou ça, mais c'est parce que je me préparais et qu'à ce moment-là, ça faisait partie de ma préparation de ne pas les saluer. Mais c'est naturellement mal perçu dans le sens où, ouais, ils ne m'ont même pas dit bonjour. Mais ça fait partie d'eux. Donc, je ne suis pas très, très média ou très, c'est la même chose avec la presse et autres. Je préfère être dans l'ombre que. Et peut-être d'un point de vue extérieur, quand on voit le public bruxellois, que ce soit à Molenbeek quand il y a 2 ans, quand ils ont gagné, le public anderlechtois en général, et on le voit encore aujourd'hui avec l'Union, comment est-ce que vous recevez justement cet enthousiasme des supporters pour leur équipe? Ben, je crois, allez, je ne me manifeste pas, mais je suis impliqué ou je suis attiré par l'apport ou le soutien que les supporters donnent. C'est un besoin aussi et une nécessité pour un joueur et pour un entraîneur euh, de sentir la présence, je dirais, des supporters et surtout dans un sens positif. Dans un sens négatif, c'est possible selon moi, mais pas pendant le match. Hein. Il y a parfois des réactions pendant le match, j'approuve pas du tout. J'approuve après, hein,
Mais je trouve que le nom le dit lui-même, supporter l'équipe, c'est vraiment de la première seconde à la dernière seconde. Et après, on peut manifester, on peut donner des commentaires, on peut dire que c'était mauvais. Et c'est leur droit. Mais pendant le match, je trouve qu'ils doivent être une aide pour l'équipe et euh, pas diminuer encore l'efficacité de l'équipe. Donc, je suis très sensible à ça, mais je ne vais jamais le montrer. Je suis plutôt réservé et si ça me fait plaisir, bah, je ne vais pas sauter de joie, mais je sais qu'intérieurement, j'en profite. Et ça, c'est peut-être quelque chose que j'aurais dû changer parce que probablement les gens se disent, oh, celui-là, il n'est pas content, ou celui-là, pas ci, pas ça. Non, ce n'est pas vrai, mais je le montre peut-être pas. Pardon. Oui, en tant qu'entraîneur, justement, on place beaucoup parfois la confiance sur certains joueurs. Du coup, est-ce qu'il y a peut-être pas forcément citer des noms, mais qu'est-ce qui expliquerait les raisons pour lesquelles un joueur peut décevoir sur tout l'ensemble de sa carrière? Non, un joueur peut décevoir, mais pas dans l'ensemble de sa carrière. Un joueur peut décevoir un match, un moment, une période parfois où on a plus difficile, où on en perd un peu la confiance, ou qu'on a quelques problèmes externes au foot éventuellement. Mais, mais sinon, quand on a un joueur, on a confiance, on a du respect, on met la barre plus haut que chez certains. Hein. Chez l'un, on met la barre là, chez l'autre, parce qu'on sait ce qu'il a comme potentiel, on la met plus haut et on a des attentes. Si ça ne répond pas aux attentes, ça veut dire que oui, il n'est pas capable, ça veut dire qu'on a peut-être surestimé certaines choses ou qu'on n'a pas fait ce qu'on devait faire, ni lui, ni moi alors, parce que je suis responsable pour son rendement. Donc, c'est pouvoir ensemble mettre la barre quelque part pour que on essaye de rehausser le niveau à chaque fois, mais, mais où on reste ouvert au fait qu'on peut avoir un mauvais jour, on peut avoir un mauvais moment et on est des êtres humains qui fonctionnent aussi parfois différemment. Ben, tout d'abord, merci beaucoup pour cette explication de votre vie. Mais j'ai quand même envie de vous poser une question sur la Coupe du Monde actuelle. Et que pensez-vous de la manière des prestations des Diables en ce début de mondial? Et question subsidiaire, comment voyez-vous l'avenir immédiat? Je crois que quelque part, c'est un peu la continuation des dernières rencontres que la Belgique a jouées. Donc, c'est pas depuis dimanche qu'on a quelques problèmes. On les avait déjà un peu avant. On les a traînés un peu dans les matchs précédents. Mais je croyais que la Coupe du Monde allait quand même montrer un autre visage parce que, honnêtement, la Coupe des Nations et autres, ce genre de choses-là, c'est pas fait pour motiver un joueur à part entière. Et les matchs amicaux, 3 jours ou 4 jours avant la Coupe du Monde, je ne vois pas ça comme motivation ou entraînement idéal pour jouer la Coupe du Monde 3 jours après. Donc, j'espère qu'il y aura maintenant qu'ils vont donner le max, vraiment le max. Ils ont donné l'impression de ne pas faire le tout, mais je ne sais pas. Je ne suis pas qualifié, je ne suis pas dans le groupe pour vraiment dire ce qu'il en est. Et je ne peux pas donner de commentaires si je ne connais pas le fond vraiment de l'histoire. Mais je crois que maintenant, c'est le couteau entre les dents. Ils n'ont pas le choix. Ils ont un match. Ils ont le potentiel. Et ils doivent gagner. Donc, gagner peut les libérer, peut ouvrir pas mal de choses. On peut récupérer certains joueurs. Et comme j'ai dit là tout à l'heure, en Coupe du Monde, tout est possible à partir du stade où on passe le premier tour. Après, on verra. Si on compare vis-à-vis des autres, il est clair que certaines équipes sont plus séduisantes, si on peut l'appeler ainsi. Mais ça, c'est pas grave selon moi parce que c'est la dernière chance pour beaucoup de joueurs de se manifester. Je reste persuadé que leur honneur et que leur maillot reste quand même important et qu'on va réagir. Et si on perd contre meilleur, hein, je veux dire contre meilleur, ou si on ne gagne pas contre meilleur, on n'a rien à se reprocher. Je crois que c'est surtout ça qui est important, de
couteau entre les dents, on se donne tout et puis on voit où ça peut nous amener. Et après, ça peut peut-être encore aller très loin. Donc, je reste persuadé et positif, mais il faut que tout le monde en soit conscient. Merci. Alors peut-être pour analyser, enfin, avoir l'œil de l'entraîneur, on voit souvent que c'est l'entrejeu belge, enfin, peut-être pas rester sur le dernier match, mais en général qui a du mal à se refaire une santé depuis, on peut dire, le départ de Fellaini. Vous, peut-être, vous avez parlé de ces matchs à compétition directe. À quel point maîtriser l'entrejeu est important pour une équipe? Oui, c'est important, mais je veux dire, pour moi, j'aime pas trop parler d'entrejeu, de défense, la défense ci, l'entrejeu ça, l'attaque, autre chose. Pour moi, c'est une équipe et c'est un bloc. Et si on a un problème au milieu, c'est qu'il y a un problème dans le bloc. Et si on a un problème devant, ça peut être la même chose. Et si on a un problème derrière, probablement aussi. Parce que ça a des répercussions. Si on ne fait pas devant ce qu'il faut, le milieu souffre. Et derrière, ben, on a des problèmes. Donc, selon moi, c'est un groupe, un truc collectif, un problème de bloc, un problème de groupe, plutôt que d'un problème d'une ligne ou d'un individu. Il est clair que l'un est en forme, l'autre est plus difficile. Donc, on peut discuter tout ça. Mais on ne connaît pas, j'ai dit, on ne connaît pas les données de Martinez, on ne connaît pas les données qui se passent vraiment sur et en dehors du terrain au Qatar. Le reste, la solution, c'est une solution collective. Et tout le monde est responsable pour les problèmes de l'entrejeu, aussi bien les attaquants que les défenseurs et vice-versa. Donc, c'est un problème de l'équipe plutôt que d'un problème d'une ligne et de l'équipe. Vous, justement, vous avez entraîné quelques mois. La sélection, à quel niveau ça se dit entraîner, enfin, être sélectionneur est différent qu'être entraîneur? Oui, c'est très différent dans le sens où, on ne s'est pas fait de transfert. On doit vivre avec la génération qu'on a. Et parfois, on a une bonne génération, parfois, on a une moins bonne. Et on ne peut pas intervenir. Maintenant, parfois, on peut aller piquer un joueur à gauche ou à droite parce qu'il est, je dirais, il a une autre nationalité et puis on le rend, il devient belge. Mais sinon, c'est impossible. Deux, on a des préparations très réduites parce que les joueurs arrivent souvent le jour après un match. Ils ont besoin de 2 jours pour récupérer et 2 jours après, on joue déjà. Donc, les préparations sont difficiles. Trois, on a affaire à des joueurs qui jouent un peu partout. L'un jouait avant, il jouait en Hollande, l'autre jouait en France, le troisième en Angleterre. C'est pas toujours la même chose, c'est pas toujours la même approche, c'est pas toujours la même vision. J'avais Vermaelen, Vertonghen, Alderweireld qui jouaient en Hollande. Ils avaient une autre approche à Ajax que ce que moi j'étais habitué ou je voulais. Donc, c'est pas toujours l'idéal. Et dans un club, on marche bien parce qu'on est. De Bruyne, il est entouré différemment en City qu'en Belgique. Donc, est-ce qu'on peut transférer ça directement, je dirais, vers le jeu? Non, parce qu'il n'y a pas les mêmes joueurs. Donc, c'est très, très complexe à ce niveau-là. Et ça rend la tâche de l'entraîneur, en effet, plus difficile. Maintenant, je ne sais pas exactement combien d'années Martinez est là, mais on peut plus dire qu'il n'a pas eu le temps. Parce que ça fait des années qu'il est là et qu'il a mis un système ou une animation qui n'a pas changé. Donc, c'est pas la même chose que quand on commence ou que quand on doit créer, je dirais, une équipe nationale. Qu'est-ce qui explique qu'un De Bruyne aussi jeune, entouré comme il était à Genk, s'est autant mis en évidence à cet âge-là dans le championnat belge, mais au niveau européen aussi? Parce qu'il a un potentiel exceptionnel. Au départ, personne n'a naturellement su dire à ce moment-là qu'il allait jouer à Manchester City, qu'il allait être du niveau qu'il était. Mais quand je l'ai vu, parce qu'à Genk, il était même contesté, ce n'était pas tellement pour son
talent de foot, mais surtout pour son mental. Donc, moi, j'ai vu directement qu'il avait autre chose, qu'il avait un surplus que peu avaient déjà à cet âge-là. Donc, il y avait encore pas mal de travail. Il avait une position à trouver pour lui, mais il avait quand même des qualités qui, même à ce moment-là, selon moi, étaient déjà exceptionnelles et qui n'étaient pas encore développées complètement. Donc, après, il s'est amélioré sérieusement encore, mais en plus, c'est une personnalité. Il n'y a pas de doute chez lui, il a confiance, il connaît ses qualités, il connaît ses défauts. Donc, il peut s'exprimer souvent comme il le veut. Et ça, c'était déjà visible à ce moment-là. Il ne fallait pas être... allez, en ce qui me concerne, je n'avais pas trop de questions. La seule question que j'avais avec lui, c'était de le convaincre de jouer à une position qu'il n'était pas habitué de jouer et qu'au fond, il ne voulait pas jouer. Et justement, comment est-ce que s'établit justement cette délimitation-là, peut-être au fil des entraînements, au fil des matchs, lui faire comprendre que lui-même, il voit qu'il n'arrive pas à performer à un certain poste et que donc, du coup, ensuite, il faut rechanger, du coup, faire des tests. Comment est-ce que vous faites? Ben, on a fait ce qu'on pense être le meilleur, c'est-à-dire on a essayé de faire ce que j'ai dit tout à l'heure, de jouer un système où chaque joueur pouvait s'exprimer au mieux à une certaine position. Parce que j'avais pas de 7 ou pas de 11, si on peut appeler ça ainsi. Avec ces chiffres, parfois, c'est pas très... mais il fallait que j'en cherche et j'avais 4 numéros 10. Ils voulaient tous jouer numéro 10. De Bruyne en tête. Hein, et je lui ai simplement dit, et à tous les autres joueurs, écoutez, c'est pas possible. Ou vous jouez autre part, ou il n'y en a qu'un de vous 4 qui va jouer ici, ou de vous 3. Et puis, on les a fait jouer là où ils voulaient. Allez, là, ils pouvaient, de ma part. Ça a marché, ils ont senti directement eux-mêmes, oui, ça marche, je peux me mettre en évidence. Et puis, si on touche cette corde-là, ben, les joueurs, ils continuent. Et après, il a évolué, faire sa position actuelle. Pourquoi pas? Mais au départ, j'ai dit, moi, j'étais toujours allié. Mais quand je suis rentré en allée, je devais jouer allié au numéro 10. Et quand je suis rentré dans l'équipe en allée, je devais jouer demi-gauche. Je n'avais jamais joué de ma vie, hein, plus ou moins. Et je prenais la place qu'il y avait de libre. Et c'est ce qu'on a discuté avec De Bruyne et autres. C'était le besoin pour l'équipe de jouer à cette position-là. Et quand ça marche, alors, quand il peut se mettre en évidence et quand il a un apport et une efficacité importante, ben, le joueur, il réfléchit aussi et il se dit, ben, pourquoi pas, j'étais remplaçant, je ne jouais pas avec et tout à coup, je joue et je me mets en évidence. Qu'est-ce qui, pour vous, dans son profil qu'on connaît un peu tous, mais déjà à l'époque, pour moi, ça n'a pas vraiment évolué, qui font que De Bruyne est De Bruyne, dans le sens, est-ce que c'est plus les touches de balle, les passes, qu'est-ce que vous voyez à l'époque? Il y avait deux choses qui m'intéressaient parce que j'ai dit c'était un plus, c'était sa vista et à court et à longue distance. Il voyait proche, il voyait loin, même très loin. Et il était capable en une touche, en deux touches, même en une touche, de réaliser ça, ce qu'il voyait il voyait une opportunité, il voyait un joueur libre, il était capable d'amener le ballon là. Et ça, il pouvait jouer très vite et d'une manière très décisive. Donc, pas en arrière, mais en avant, beaucoup d'assists, beaucoup de bons centres. Donc, il anticipait un peu le jeu et il était capable de trouver des solutions intéressantes. Ce que beaucoup n'ont pas, hein, surtout pas les deux, donc à court et à longue distance. Et deux, il avait une personnalité, c'était un gagneur, un râleur aussi, mais dans ce que moi j'aime, dans le bon sens. Le gars qui a l'entraînement ne veut pas perdre,
ben, il ne veut pas perdre dans les matchs non plus. Le gars qui s'amuse à l'entraînement dit oh, c'est pas important de gagner ici. Moi, je me dis. Hein. Et lui, c'est un râleur, c'est un gagneur. Et pour moi, c'était une qualité. C'était pas toujours facile de le gérer, tout ça, parce que parfois, il râlait. Et ses émotions, ses frustrations étaient plus grandes que le reste. Mais il était toujours. Il restait toujours contrôlé. Et c'est ce que je recherche souvent chez les joueurs. Ça veut dire qu'ils se remettaient en question, ils voulaient gagner, même les petits matchs amicaux, même les petits matchs à l'entraînement. Quand ils faisaient la finition, ils voulaient marquer. Donc, on voyait son ambition pour devenir meilleur et pour vraiment mettre la barre très haut pour lui déjà. Et ça, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il n'y en a pas beaucoup des comme ça. Donc, c'est ce qui le différenciait des autres. La relation d'un milieu, surtout pour les passes décisives, se jouant forcément avec les attaquants qui est autour, peut-être, c'est, enfin, même si ce n'est pas peut-être le truc au niveau médiatique qui est important de souligner, j'aimerais savoir à quel moment est-ce que vous avez décidé d'aligner la paire Vossen, qui à l'époque était justement exceptionnelle, et Ogunjimi, et peut-être comment est-ce qu'on voit en fait qu'il y a une cohésion et qu'il y a quelque chose qui se passe entre certains joueurs qui font qu'ils arrivent à se trouver facilement en tant qu'entraîneur. Enfin, en tant qu'entraîneur, comment est-ce qu'on arrive à voir ça? Ben, on a vu d'abord à l'entraînement, c'est venu un tout petit peu à l'entraînement dans le sens où j'avais j'avais un groupe qui était relativement bon et relativement bien entraîné parce qu'il y a Yann Van Azenbroek avant, je ne peux pas dire qu'il avait fait du mauvais boulot, mais j'avais déjà une base relativement bonne. Et puis, j'ai cherché les choses qui, selon moi, étaient essentielles, qui sont la manière de jouer, les besoins de l'équipe. Et alors, on a essayé de mettre les pions. Ben là, il sait garder le ballon, l'autre, il sait plus courir ou pénétrer. Celui-là, il va marquer des goals, lui, il va donner les passes, l'autre, il va faire le travail. Il y en a deux qui contrôlent, il y en a un qui est plus défensif, l'autre un peu plus offensif. Donc, on a mis tous ces pions un peu en place à l'entraînement et dans les matchs. Et ça a relativement vite fonctionné. On avait au fond 12, 13 joueurs, pas plus. On avait 3, 4 joueurs, mais c'était poste 13, 14, 15. J'avais un ou deux choix devant et un ou deux derrière, c'est tout. Et donc, c'est un mix de choses qui s'est mis en place et qui a immédiatement, disons que la mayonnaise a pris directement et les joueurs ont été conscients que, oups, ça marche ce qu'on nous demande ici. Et puis, avec les bons résultats du début, ils ont pris confiance, ils se sont vraiment retrouvés dans ce qui n'allait pas, parce qu'au fond, ça ne tournait pas et ça leur a donné des ailes ou ça leur a donné des possibilités pour finalement arriver à quelque chose d'inattendu. En tant qu'entraîneur, est-ce que les joueurs ont tendance à vous remercier dans le futur? Et genre, au fond, quelle est la satisfaction qu'on a, enfin, qu'on a ou qu'on peut attendre des autres en tant qu'entraîneur, étant donné qu'on fait plus ou moins le travail de l'ombre? Ouais, elle est très réduite en général. Il y a des joueurs avec qui j'ai toujours contact et parfois avec certains, je les ai connus à Malines il y a 20 ans. Et il y en a d'autres avec qui j'ai été il y a 2 mois, non, pas il y a 2 mois, il y a 2 ans. Et je les entends plus ou je les vois plus. Parfois, c'est les coïncidences, c'est clair. Parfois, c'est le fait que dans notre vie, on est aujourd'hui en Arabie, demain en Russie, après-demain autre part, on a des programmes différents, des médias différents. La plupart est reconnaissant quand il y a des interviews parfois ou autres, mais très peu sont encore en contact ou très peu s'arrêtent chez l'entraîneur qui les a aidés à. Mais bon, pour moi, c'est pas un problème. Moi, je sais ce qu'ils ont signifié pour moi et je leur dois aussi beaucoup. Hein. Si on a été champion, si moi j'étais champion, ben c'est grâce à eux. Donc j'espère qu'ils pensent la même chose de ma part, mais ils ne doivent pas manifester ça, je dirais, avec des messages tous les jours. Hein. Mais en Alors, général, c'est très réduit, très, très réduit.
touchant maintenant peut-être au championnat avant de conclure doucement, on voit que le championnat belge a touché un certain plafond, enfin le championnat en tant que, enfin l'entièreté du championnat, on va dire, a touché un certain niveau. On voyait souvent des joueurs étrangers venir en Belgique, spécialement pour progresser, pour ensuite aller dans des grands clubs ou dans des très grands clubs européens. Pour vous, peut-être, qu'est-ce qui manque au championnat belge pour passer cette frontière? On voit que certains petits championnats d'avant, on va dire il y a 10-15 ans, sont devenus bien mieux. On voit que le championnat des Pays-Bas, qui a connu une petite crise, maintenant revient en avant. Pour vous, qu'est-ce qui explique le fait qu'on est toujours malheureusement en retard? Mais la Belgique a toujours été en retard. On a toujours couru devant les faits. On n'a jamais exploré le monde comme les Portugais, les Hollandais, les Français et autres Anglais. Donc, on est un peu habitué à courir derrière. Je crois que c'est un ensemble de choses. On n'est pas très avant-garde. On n'est pas on prend très peu de risques. On n'a pas toujours une vision très, très long terme. Et à certains niveaux, on est bloqué dans le sens où, par exemple, je prends un bête exemple, il y a 4 équipes de jeunes qui jouent maintenant en D2, hein, en 1B. En France, ils font ça depuis 30 ans. Hein. En Espagne, je ne sais pas combien d'années, donc en Allemagne. Et maintenant, on a enfin décidé que peut-être on allait mettre les 4 équipes là. On va le faire, donc on l'a fait. Donc, à ce niveau-là, on met énormément de temps à changer les choses. Certaines choses, les autres choses, on change vite. Et quand on change, ce n'est pas toujours prouvé que c'est la meilleure solution. Donc, je crois que ce qu'il manque, c'est une vision collective. Parce que, et je comprends, parce qu'il y a les grands clubs, il y a les petits clubs, entre parenthèses, il y a la 1B, il y a les divisions amateurs qui ont aussi des raisons pour lesquelles elles ont peur de voir des équipes ou des secondes équipes dans leur championnat. Je comprends, mais le principal doit être le développement du foot belge en général. Et tout le reste devrait être mis de côté. Naturellement, si je dis ça, ça va être mal pris ou autre, hein, parce que chacun défend ses intérêts, mais moi je parle pour le foot en général. On doit tout faire pour que notre évolution soit au mieux et le plus rapidement possible. Et chez nous, ça met souvent beaucoup de temps. Alors, aujourd'hui, vous êtes une légende d'Anderlecht. Qu'est-ce que ça vous fait? Et peut-être, qu'est-ce que vous voudriez qu'on se souvienne de vous pour? La seule chose que je veux, c'est quelque part une reconnaissance pour ce que j'ai apporté au foot belge à Anderlecht comme joueur et comme entraîneur en général. Donc, c'est la seule. Si on parle d'achievement, j'espère que j'ai apporté quelque chose. Aux gens, de définir que pour l'un c'était peu, pour l'autre c'était beaucoup, et pour le troisième rien du tout. Ou peut-être pas ce qu'il fallait. Donc, c'est la seule chose dont je me dis, voilà, pour ça, ils ne doivent pas m'oublier. Je ne suis pas celui-là qui veut une statue, je ne suis pas celui-là qui veut, à nouveau, je n'ai pas besoin de beaucoup plus. Je sais ce que je signifie pour certaines personnes. Ces gens manifestent ça. Des supporters ou d'autres, il y a des petits messages, et ça me fait plaisir. Mais ça me suffit largement. Je n'ai pas besoin d'être dans la presse, je n'ai pas besoin d'être mis en valeur. Je veux simplement la reconnaissance simple de ceux qui veulent bien, et tous les autres, ils ont le droit de penser différemment. Heureusement qu'on pense différemment parfois. Étant donné que vous avez un stade quand même à votre nom, qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que ça a été quelque chose peut-être facile à accepter ou? Non, allez, je crois que ça faisait partie du moment, mais non, naturellement, ça devient difficile. Hein, avec l'âge, il n'y a plus personne qui sait. Mais par exemple, si j'ai un terrain à Anderlecht dans le quartier plus ou moins où j'ai vécu, j'espérais que ça pouvait être pour ces gens
une sorte d'exemple ou de modèle, de dire, voilà, moi aussi j'ai commencé ici, moi aussi j'avais rien, mais j'ai eu plein de possibilités pour m'exprimer, pour apprendre, et j'ai quand même trouvé quelque chose d'intéressant. Et, et c'est tout. Donc, je me voyais pas obligé, mais je me voyais avec plaisir, ouais, placé quelque part dans un endroit où il y a du travail, où il y a un besoin. Et je crois que c'est aussi notre obligation de travailler à ce genre de choses-là pour le bien-être des gens qui en ont besoin. Alors, pour boucler un peu la boucle de tout cet entretien, on vous remercie encore une fois, enfin 1000 fois pour nous avoir donné un peu de votre temps, surtout qu'il y a match à ce moment-ci. Pourquoi avoir voulu finir à Molenbeek en tant que joueur? Oh, c'était une coïncidence, vraiment, dans le sens où, une coïncidence, mais naturellement, on peut dire, est-ce que ça existe, hein, est-ce que, c'est parce que je n'étais pas prêt à arrêter ma carrière. J'avais eu difficile, allez, des bons et des moins bons moments, des moments plus difficiles à Nantes, mais je ne voulais pas arrêter comme ça, donc j'étais encore capable de jouer et je, j'entretenais ma condition avec le cercle sportif de Brann et l'entraîneur Philippe Saint-Jean avec qui j'avais des contacts. Et il m'a laissé participer à un match amical contre l'RVDM. Et quand ils m'ont vu jouer, ils ont dit bon, peut-être celui-là, il peut encore nous rendre certains services. Donc, c'est comme ça que je suis rentré dans leur vision et qu'ils sont venus me trouver à Jette, à mon magasin de sport pour voir si j'étais intéressé de discuter avec eux et de voir. Donc, c'était plutôt c'était pas quelque chose où je me suis dit, il faut que je termine là ou ça a une raison. Non, c'était coïncidence, si on peut appeler ça ainsi. Et pour revenir sur ce que vous avez dit au début par rapport à votre début d'Anderlecht, est-ce que votre famille a eu un autre son de cloche? Non, non, je dis, la famille a toujours suivi la personne et pas le club. Naturellement, à un moment, mon père, il était de Molenbeek, il était du Dering. Il est devenu supporter d'Anderlecht par son fils. Et puis, quand je suis allé à Molenbeek, ben, quand on a joué contre Anderlecht, ben, il était pour Molenbeek parce que son fils jouait à ce moment-là dans ces couleurs-là. Et c'est clair que pour lui et pour la famille, c'était une sorte de retour, une sorte de fin de la boucle. Mais j'ai dit que c'était une coïncidence et c'était surtout pas contre l'un ou l'autre club. Euh, il était né molenbeekois, mais il a été en Alectois footballistiquement pendant des années. Mais ça venait du fait que moi, je jouais là et c'est tout. Alors, merci encore une fois, Monsieur Van Verkotteren. Pour terminer, est-ce que vous auriez quelques mots de motivation ou un truc à dire pour la jeunesse, pour les étudiants ou les jeunes en général? Pour moi, le principal reste cette approche positive. Je crois que le mental est quelque chose qui, dès le départ, au niveau comme footballeur ou comme entraîneur, a toujours été une des choses les plus importantes. Donc, ça veut dire tout ce qui est motivation, esprit positif, pensée, confiance et autres, c'est un point de travail. Et ça, c'est le travail. On est né avec un certain talent, on est né rapide, on est né lent, on est né grand, hein. Mais il est clair qu'on a aussi une personnalité et des gènes des parents ou autres. Mais comme la technique ou autre, le mental se travaille. Et je crois qu'on doit faire ce pas-là, travailler aussi le mental, entraîner le mental
à se faire progresser, à devenir meilleur, à penser différemment et approcher éventuellement les difficultés que tout le monde rencontre dans sa vie d'une autre manière, plutôt vers la solution que vers le drame ou la perception négative qu'on peut avoir de certaines choses et que tout le monde rencontre. Donc, si je peux passer ce message-là, ça se travaille, ça se solutionne. Et je dirais, à chaque fin, il y a un début, sauf une, naturellement. Hein. Il y a une fin qui reste problématique, mais tout le reste, il y a un nouveau départ. Et alors, pensons plutôt à ça qu'à toutes les choses qui peuvent éventuellement nous arriver. Merci, Monsieur Verkotteren, pour tout ça. J'espère que ça va bien suivre. Bonne soirée à vous et encore merci pour tout. J'espère que vous avez passé un bon moment. Oui, oui, tout à fait. Ça m'a fait plaisir en espérant que ça vous a servi ou fait plaisir aussi. Merci beaucoup en tout cas. Et avec plaisir. Le meilleur pour votre avenir. Ça va, merci beaucoup. Oui. Merci aussi. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Au revoir.